Bienvenue à la médiathèque de Landaulle où nous allons faire un voyage dans l'espace et dans le temps à la découverte de ce qui s'est passé lors des grands confinements de l'histoire où il y a eu, dans des périodes troubles, en Europe en particulier, lors des épidémies de la peste, eh bien ma foi, d'excellentes découvertes et des œuvres littéraires, et pas seulement littéraires, qui ont été faites. On va commencer à Florence, où l'une des plus grandes épidémies de peste de l'histoire a frappé l'Europe. Et ça s'est passé en 1347, une épidémie venue de l'Orient, venue de la Chine, qui a tellement frappé l'Europe que l'Europe a sans doute perdu à peu près le quart de sa population en quelques années. Jean Froissart, chroniqueur postérieur, parle de cette époque. En ce temps, par tout le monde généralement, une maladie qu'on appelle épidémie courait, dont bien la tierce partie du monde mourut. Donc d'après lui, même un tiers de la population mondiale. C'est à Florence, lors de cette épidémie justement, qu'un grand auteur a fait son apparition sur la scène, Giovanni Boccaccio, qu'on traduit en français par Jean Boccace, et qui est connu pour son œuvre la plus célèbre, qui est le Décaméron. Il l'a conçu au lendemain, justement, de la peste de Florence. Il avait voyagé juste avant en France, et de retour à Florence, il est témoin de cette peste, et ça va lui donner l'idée d'un recueil qui va être vraiment le départ de la littérature, on va dire, italienne, puisqu'il va l'écrire en toscan, alors qu'autrefois, on écrivait les œuvres en latin. Et là, il va écrire un recueil de plusieurs centaines de pages qui va être un succès fou. Voici comment il commence dans son prologue. Son prologue est très célèbre parce que c'est une description en plusieurs pages de l'épidémie qui frappe Florence. Et il parle de certains hommes qui font la fête, de certains hommes qui se retirent et d'autres ne se souciant de rien sinon d'eux-mêmes. Nombre d'hommes et de femmes abandonnèrent leur propre cité, leur propre maison, leur domaine, leurs parents et leurs biens, gagnant d'autres campagnes, ou tout au moins la leur. Il y a beaucoup d'ailleurs d'analogies qu'on peut faire entre la crise actuelle du Covid-19 et la peste de Florence, puisque Boccace va le rapporter, et c'est bien su que les cités italiennes prennent des décisions strictes, elles font des lieux de confinement, qu'elles appellent des lazarets, l'entrée des malades dans la ville est interdite, on cherche à éviter les rassemblements, comme aujourd'hui, et à Venise, on ferme les auberges. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Donc les parallèles sont assez étonnants. Et donc Boccace a l'idée d'utiliser la peste de Florence comme un cadre pour ses nouvelles, 100 nouvelles qu'il va écrire. Et l'idée en est très simple, c'est que vous avez 7 femmes qui sont en train de fuir la peste à Florence, qui se sont rassemblées dans une église de Florence et qui papotent entre elles en disant « il faudrait aller ailleurs, il faudrait sortir, se mettre en confinement quelque part ». Et ils se disent oui d'accord, mais on est des femmes, ça va être dangereux. Et puis évidemment, grande chance, 3 jeunes hommes bien faits arrivent dans l'église à ce moment-là. Quelle aubaine, donc en tout bien, tout honneur, ils décident tous les 10 d'aller se réfugier dans la campagne. Et les voilà. Alors Boccace fait pas mal de descriptions sur la beauté de l'endroit, en particulier. Alors, il dit que le lieu était sur une petite montagne, quelque peu éloignée de nos routes, avec des prés alentour et de merveilleux jardins, des puits aux eaux très fraîches, des caves pleines de vins précieux. Et bien, il précise, chose mieux faite pour des buveurs raffinés que pour de sobres et honnêtes dames. Alors, on voit évidemment un petit peu de misogynie dans les propos de Boccace, qui était un grand coureur de femmes jusqu'à l'âge de 50 ans. Ensuite, un peu comme Louis XIV, il est devenu très pieux et il est devenu très moraliste et très conservateur. Comme quoi, on peut tout faire dans une vie. Mais voilà, l'idée est donnée. Et dans son recueil, il va prendre ces 10 personnages. Ça va se passer en 10 journées. Et l'idée, c'est que chaque jour,
chaque personne présente va devoir raconter une histoire. Et donc, 10 jours de suite, il y aura 10 histoires, et ça en fera au total une centaine. Alors, quel genre d'histoire? De tous les genres. Il y a des histoires, et d'ailleurs, la voici représentée bien plus tard à la Renaissance, avant la Renaissance, par Botticelli. Voilà une de ces histoires. Ce sont des histoires qui se passent à l'époque actuelle, un peu dans le passé. Là, vous avez, par exemple, ça s'appelle L'Enfer des amoureux cruels. C'est la 8e nouvelle de la 5e journée, donc on en est à la 48e nouvelle, on va dire. Et voilà ce qui se passe. Le héros de l'histoire, qui s'appelle Nastagio, est épris d'une femme qui refuse toutes ses avances, et il est fort dépité. Et soudain, dans une forêt, il voit cette scène absolument extraordinaire d'une femme pourchassée par un homme qui le pourfend la femme de son épée, qu'il a fait dévorer par ses chiens. Et donc, il s'étonne, évidemment, il veut même intercéder, mais il se rend compte que ce sont en fait des spectres, ce sont des fantômes qui s'adressent à lui et qui lui disent « Nastagio, je suis de la même cité que toi, et tu étais encore tout petit enfant quand moi, je m'enamourais de cette femme que tu vois. Et sa dureté, sa cruauté me rendirent si malheureux qu'un jour, avec cette même épée que tu me vois à la main, je me tuais de désespoir. Et je suis condamné aux peines éternelles. Peu de temps après, celle-ci, qui avait été joyeuse outre mesure de ma mort, vint à mourir, et tant à cause de sa cruauté que de la joie qu'elle avait montrée de mes tourments et dont elle ne s'était point repentie, croyant en cela non seulement n'avoir point péché, mais avoir bien mérité, elle fut également condamnée aux peines de l'enfer. Dès qu'elle y eut été précipitée, il nous fut imposé pour peine à tous deux, à elle de fuir ainsi devant moi, et à moi qui l'avais tant aimée jadis, de la poursuivre comme une ennemie mortelle et non comme une dame aimée. Et toutes les fois que je l'atteins, je la tue avec cette même épée dont je me tuais moi-même. Voici un peu le genre de nouvelles qu'écrivait Boccace. Et ça se passe tous les vendredis, la scène se répète, les deux âmes tourmentées reviennent et l'homme est forcé de tuer la femme à répétition jusqu'à la fin des temps. Mais dans Boccace, il y a toujours une morale, un retournement de situation, et donc le jeune homme qui a vu ça s'est dit je vais faire venir ma bien-aimée qui ne s'intéresse pas à moi à un pique-nique avec ses parents, tout bien tout honneur, dans la forêt, et va voir ce qui se passe. Et donc, ils assistent à la même scène, ils sont absolument horrifiés, et du coup, et la peur qui lui vint de ceci, à la femme qu'il poursuivait, fut si grande que pour qu'un pareil sort ne lui arrivât point, elle n'eut pas de tranquillité avant d'avoir, et cela se fit le soir même, changer sa haine en amour, etc. Donc, cette peur ne fut pas seulement cause de cet heureux dénouement, mais toutes les femmes de Ravenne en devinrent si craintives que depuis, elles ont toujours été beaucoup plus complaisantes au désir des hommes qu'elles ne l'avaient été auparavant. Donc, on voit bien sûr toute la misogynie de Boccace, mais ces histoires cocasses avec tous ces retournements de situation. Alors, il y en a plein d'autres, avec énormément d'histoires burlesques, avec des prêtres qui courent après des femmes. Ça, il y en a en pagaille, que ce soit chez Boccace ou dans les contes d'autres auteurs de l'époque. Et justement, en parlant d'autres auteurs de l'époque, cette histoire, ce recueil à succès de Boccace, qui se fait traduire dans toute l'Europe, va inspirer une grande femme de la littérature française et pourtant bien méconnue, Marguerite d'Alençon, qui deviendra Marguerite de Navarre de par son second mariage, et qui se trouve ni plus ni moins être la sœur de François Ier. Alors Marguerite de Navarre, et peu de personnes ont retenu son nom ou son œuvre, d'abord pour la replacer historiquement. Le Décaméron, comme vous voyez, c'est à la fin du Moyen-Âge. Ensuite, il y aura chez nous Anne de Bretagne. Et donc, 200 ans approximativement après le Décaméron, vous avez le règne de François Ier. Et sa sœur va écrire l'Heptaméron à cette époque. Ensuite viendra Catherine de Médicis et Henri IV à la fin des guerres de religion. Et il se trouve que Marguerite de Navarre se trouvait d'ailleurs la grand-mère d'Henri IV.
parce qu'entre cousins on se marie, etc. Donc non seulement c'est une auteure célèbre, mais c'est une mamie célèbre aussi. Et donc c'est une époque où François Ier, justement, on est à la Renaissance en France, va mettre en avant la langue française. De même qu'on vient de voir que Boccace est le premier à mettre en avant la langue vernaculaire en Italie par rapport au latin, le toscan natal pour lui. De même, on est à une époque où la langue française, qui est un rassemblement des différents patois qui remplacent le latin dans notre territoire, la langue est en train de naître, elle va naître à toute vitesse. C'est le siècle où, en particulier, Rabelais va inventer toutes sortes de nouveaux mots français et lancer le roman à la française. Et François Ier est là pour épauler tout ce mouvement, puisqu'il va faire même une ordonnance en 1539, qui est la suivante. Si je la retrouve, il rend le français officiel à la place du latin pour tous les textes administratifs. C'est énorme. Il impose la langue française en disant « prononcer, enregistrer et délivrer aux parties d'un procès ou de toute chose en langage maternel françois et non autrement ». Donc, il vient de lancer vraiment de mettre la langue française sur ses rails. Et c'est à cette époque donc, que Marguerite de Navarre va prendre exemple sur Boccace, qui l'a beaucoup inspiré, pour écrire son propre recueil. Et elle veut en faire également un Décaméron. Alors Décaméron, ça vient du latin déca émeron, dit jour. Et là, elle veut le faire, mais elle va mourir avant d'avoir écrit ses 100 nouvelles. Elle va s'arrêter à 72. Et elle ne va pas les publier de son vivant. C'est une femme très importante en politique. Elle va même intercéder quand François Ier est fait prisonnier par les Espagnols. C'est elle qui va négocier la libération de son frère en Espagne. C'est la matrone des arts. En particulier, elle protège Rabelais, qui est poursuivi par la Sorbonne. Et d'ailleurs, Rabelais va lui dédier son 3e livre, son tierce livre, qui est la suite de Pantagruel et Gargantua. Et d'ailleurs, l'épouse de François Ier, qui est une autre Marguerite à l'époque, voulait écrire également dans la cour, ils voulaient tous écrire une imitation du Décaméron, mais ils en parlent, ils le font jamais. Et en secret, c'est Marguerite de Navarre qui va l'écrire. Mais elle ne va pas le publier. Elle écrit des poèmes qui sont publiés dans la cour, mais c'est qu'après sa mort que des éditeurs vont rassembler ces notes et écrire et publier l'Heptaméron. Alors l'Heptaméron est tout aussi intéressant que le Décaméron de Boccace. Il est apparemment est venu dans l'esprit de Marguerite, ou du moins elle aura commencé sa rédaction, dans un monastère, dans les Bains, près des Pyrénées, parce qu'il était d'usage, c'était une époque où on repensait à l'époque classique, et donc les bains, les thermes étaient devenus à la mode, et donc Marguerite de Navarre était descendue d'ailleurs dans son fief de Navarre, puisque là on parle du sud-ouest de la France, pour passer du temps dans les bains. Et c'est là qu'elle a eu l'idée, dans ce monastère de Sarance, voici une représentation de Marguerite offrant ses nouvelles. Évidemment, ce n'est pas le cas puisqu'elles n'avaient jamais été publiées à l'époque. Et c'est dans ce monastère qu'elle va avoir l'idée. Alors, ce n'est pas la peste, mais ça sera un confinement quand même. Alors, le confinement, elle à nouveau va prendre 10 personnes qui vont se retrouver dans un violent orage, perdus dans les Pyrénées, tout mouillés, tout trempés, cherchent refuge dans un monastère. Et ils y arrivent, et à nouveau, ils vont être 10, ils vont se rassembler, hommes et femmes. Et dans ce monastère, il se trouve que il y a la crue, le Gave est en crue, ils ne peuvent pas sortir du monastère, il faut construire un pont pour pouvoir sortir. Ils sont confinés. Et donc, la construction du pont va prendre 10 jours, évidemment. Et donc, pendant 10 jours, à nouveau confinés, ils vont devoir se raconter des histoires. Alors, les histoires de Marguerite de Navarre sont, je trouve, aussi intéressantes que celles de Boccace. Elles sont écrites de façon plus simple. Elles sont, alors là c'est très intéressant, elles semblent toutes porter sur des faits réels. Alors que dans Boccace, il y a énormément d'imagination, on retourne en arrière au temps des sultans, partout on se balade dans l'histoire. Là, c'est très basé en fait sur des faits divers dont Marguerite de Navarre a été témoin ou a entendu de première main de gens de sa cour. Et c'est un recueil de faits divers
hyper intéressants de l'époque, bien sûr, des histoires d'amour. Donc ça, c'est le monastère où il a été inspiré. Là, par exemple, on commence le premier jour, dès la deuxième nouvelle, c'est très brutal, c'est la pieuse et chaste mort de la femme d'un muletier, et donc apparemment, elle a été aux premières loges pour cette histoire, c'est apparemment basé sur le muletier de son frère, qui livrait à Amboise des vivres, etc., tous les jours, et il se trouve qu'ils ont entendu le fait que la femme du muletier, qui était fort belle, était courtisée par le valet du muletier, qui n'a pas réussi à avoir ce qu'il voulait, et a donc assassiné la femme qu'il convoitait. Et ensuite, bien sûr, il arrive bien des malheurs, voilà. Mais ça commence, quand vous lisez cette première nouvelle, c'est extrêmement violent. Et il y en a d'autres du même type. Mais il y en a des cocasses. Là, par exemple, vous avez une nouvelle, les propos facétieux d'un cordelier en ses sermons. Alors, là, je vais vous en lire. Ça, c'est un cordelier, c'est donc un moine de l'ordre de Saint-François qui prêche la pauvreté. Il y en avait énormément à l'époque et ils étaient forts, on se moquait beaucoup d'eux à l'époque, et donc ils sont dans beaucoup d'histoires. Et là, alors c'est un cordelier de l'Anjou. Alors, a-t-il vraiment existé? Probablement, bien que cette nouvelle n'a peut-être pas, c'est peut-être apocryphe. Elle n'a peut-être pas été écrite par Marguerite de Navarre parce que son style est un peu différent et assez licencieux. Donc peut-être que ça a été rajouté par l'éditeur. Mais voilà, ce moine tient des discours absolument incroyables dans ses sermons, se moque de tout le monde, et en particulier abuse des femmes. Et apparemment, on met une enceinte dans la bourgade où il fait ses sermons, et il dit la chose suivante à l'Assemblée qui est scandalisée par la façon dont il se comporte. Il dit « Je m'étonne fort de vous, qui vous scandalisez pour moins que rien, et sans propos. Et tenez-vous compte de moi partout en disant « C'est un grand cas, mais qu'il eût cru que le beau-père, lui, eût engrossi la fille de son hôtesse. » Et il dit « Vraiment, dit-il, voilà bien de quoi s'ébahir qu'un homme ait engrossi une fille. Mais venez ça, belle dame, ne devriez-vous pas bien vous étonner davantage si la fille avoit engrossi le moine ?» Voilà le genre de blague que fait le cordelier dans cette nouvelle. Donc, c'est sans doute pas le style de Marguerite de Navarre quand même. Mais alors dans les autres, vous en avez une, la fidélité d'un jeune écolier, d'un jeune étudiant, d'un jeune à l'épreuve d'une noble dame. Comme vous voyez, beaucoup de contes plus ou moins érotiques, ou en tout cas d'amour, qui finissent bien ou qui finissent mal. Et dans le cas de celui-ci, c'est un jeune gentilhomme écolier épris de l'amour d'une belle dame, pour parvenir à ses atteintes, vainquit l'amour et soi-même, combien que maintes tentations se présentassent suffisantes pour lui faire rompre sa promesse d'amour envers sa dame. Et furent toutes ces peines tournées en contentement et récompense, telles que méritoient sa ferme, patiente, loyale et parfaite amitié. Donc en fait, dans cette nouvelle, par exemple, la femme va le mettre à l'épreuve en lui donnant toujours des obstacles avant de succomber à ses charmes, même en mettant une jeune fille, une belle jeune fille dans son lit à sa place en disant « tu vas voir, tu vas succomber à cette jeune fille et tu ne mérites pas mon amour ». Eh bien non, dès qu'il voit que ce n'est pas la femme qu'il aime, il quitte le lit et donc finalement elle va le récompenser. Donc il y a des morales, mais c'est souvent tout enveloppé autour d'histoires d'amour. La peste, on y retourne, car il n'y avait pas la peste quand Marguerite de Navarre a écrit son recueil. Mais de l'autre côté de la Manche, la peste a frappé la ville de Londres à maintes reprises, en particulier un beau jour, enfin pas un beau jour, un mauvais jour de 1564, qui est l'année de naissance de William Shakespeare, et dans son propre village natal de Stratford-upon-Avon, le quart de la population meurt cette année-là. Donc Shakespeare réchappe, il est né en pleine épidémie de peste. Et Shakespeare va rencontrer la peste à de multiples reprises, parce que dès qu'il arrive à Londres, eh bien, il a à peine 28 ans et il écrit ses premières pièces de théâtre, mais à peine a-t-il 28 ans qu'il y a une nouvelle épidémie de peste, et donc du coup, les historiens savent qu'il a arrêté d'écrire des pièces, et qu'il a écrit des poèmes,
Et d'ailleurs, ce poème est extrêmement célèbre et l'a rendu, en tout cas, très célèbre dans les cercles littéraires de l'époque, Vénus et Adonis. Et donc, il s'est écarté de la scène. Alors pourquoi? Les historiens se demandent pourquoi il n'écrit pas alors que les théâtres vont rouvrir après la peste. Mais apparemment, il fait une pause. Et c'est plus tard, sa grande période prolifique va être entre ces deux épidémies, entre 1592 et 1603. Et là, il va écrire une grande partie de ses grands succès. Et pourtant, et ça c'est le théâtre qui va abriter la troupe de Shakespeare à Londres, le Globe Theatre, ça c'est une reconstitution aujourd'hui, mais déjà regardez un peu ce qui se passe à l'époque, le conseil municipal ordonne la fermeture des représentations théâtrales dès qu'on atteint 30 morts de la peste par semaine. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, avec nos propres politiciens qui sont constamment en train de faire des bilans pour savoir quand il faut ouvrir ou fermer des représentations ou des auberges. Et il y aura une autre grande épidémie, en particulier donc en 1606, et c'est à ce moment-là que William Shakespeare se retire en confinement. Là aussi, il part en quarantaine, il doit quitter Londres, et il va retourner dans sa ville natale de Stratford-upon-Avon, et il va écrire en confinement pendant 1 an et demi une grande partie de ses plus célèbres pièces de théâtre. Et là, je vais en citer quelques-unes quand même, puisque en 1606, il va écrire Le Roi Lear, Antoine et Cléopâtre et Macbeth. Donc, parmi les plus grandes œuvres de Shakespeare sont écrites en confinement, et à la suite de quoi il retourne à Londres, et pendant les 10 dernières années de sa vie, les représentations vont reprendre. Pas à la même époque, mais 2 générations plus tard, 50 ans plus tard, nous sommes en 1665 et une nouvelle épidémie de peste va frapper Londres, mais cette fois-ci, petite parenthèse ou nouvelle direction dans notre histoire de confinement, c'est un scientifique qui va profiter, ou pas profiter, mais parvenir à travailler en confinement, c'est le jeune Isaac Newton. Alors Newton est un prodige. À 19 ans, il est à Cambridge, à l'université de Trinity College, où il étudie toutes les sciences. Il montre vraiment une aptitude à tout comprendre. Ses maîtres, ses mentors sont extrêmement impressionnés. Et quand frappe l'épidémie en 1665, il vient juste de terminer sa licence. Il va juste commencer sa maîtrise en mathématiques et il doit partir en confinement. Et donc, il retourne à sa ville natale à lui, qui est Woolsthorpe Manor. Et la voilà, c'est la véritable maison, tout comme je vous ai montré la véritable maison de Shakespeare, c'est la véritable maison d'Isaac Newton. Et il va y passer 1 an et demi, pendant lesquels Cambridge est fermé. Et pendant 7 années et demie, alors qu'il n'a que 24 ans, il va révolutionner la science, tout seul, dans son coin, dans son petit manoir. C'est là, en particulier, qu'il y a un célèbre... Alors, c'est pas le pommier de Newton, mais c'est sur sa propriété, on a gardé un vieux pommier en son honneur. C'est là que, paraît-il, alors c'est une historiette, est-elle vraie ou pas, mais c'est là que Isaac Newton aurait réfléchi aux lois de la gravitation universelle en voyant tomber les pommes d'un pommier. Et pas bien sûr sur sa tête, comme on le représente dans les bandes dessinées. Mais, et encore, est-ce vrai ou pas, il a, dans ses mémoires, parlé justement de cette observation de la chute de la pomme, et il a compris, en fait, les lois de la gravitation universelle, et qu'en fait, la chute d'une pomme est exactement la même chose que la révolution de la Lune autour de la Terre, et répondait exactement aux mêmes lois. Non seulement il va... Alors, ça, il ne publiera que bien plus tard. La loi de la gravitation universelle, pour une raison bizarre, c'est des notes qu'il laisse à côté, et ce n'est que des décennies plus tard qu'il va les publier, quand il se rendra compte que quelqu'un d'autre est sur la même voie, et donc finalement, vite, il se grouille de publier, mais pour lui, c'était juste une petite idée comme ça au passage, parce qu'il est beaucoup plus impliqué à l'époque dans toutes sortes d'autres études dans son manoir. Rappelez-vous, il n'a que 24 ans, il est en confinement pendant 18 mois, et il fait tout ça. En particulier, les lois de l'optique.
il va faire toutes sortes d'expériences sur l'optique dans des chambres obscures. Il va en particulier développer tous ses traités de l'optique dans son manoir. Et paraît-il, et alors là, c'est une anecdote, qu'il a inventé la chatière aussi, parce qu'à l'époque, son chat venait constamment le déranger. Et donc, il a eu l'idée de percer un petit volet dans la porte de son laboratoire. Alors, j'ai fait des recherches là-dessus. C'est une histoire, c'est un mythe urbain. On ne sait pas si ça a vraiment eu lieu. On sait que plus ou moins qu'il avait un chat ou deux, mais c'est tout. Et on en a fabriqué une petite légende urbaine, mais qui, ma foi, est bien sympathique. Et donc, Newton, ma foi, je vais laisser l'image du chat quand même, mais Newton va revenir à la fin de ce confinement à Cambridge, où son mentor va d'ailleurs carrément démissionner pour lui donner la chaire qu'il occupait en physique, tellement il est impressionné par tous les travaux que Newton a fait en confinement. Il dit, ben, c'est le moment pour moi de prendre ma retraite. Hein. Et donc, Newton, à l'âge de 25-26 ans, occupe la chaire de mathématiques de l'université de Cambridge et ne va pas la quitter jusqu'à la fin de sa vie, évidemment, en ayant publié toutes sortes d'autres grandes recherches. Mais finalement, tous les noyaux, toutes les graines de toutes ces idées scientifiques, finalement, ont été semées pendant le confinement, quand il était à Wolfthorpe Manor, à l'âge de 24 ans. Comme quoi, également, c'est très important, l'imagination des jeunes chercheurs, et on va le voir également en littérature, ça commence souvent très tôt, qu'on a les plus grandes œuvres qui sont écrites. Au revoir les minous. Et on va faire un dernier saut, parce que vous allez voir que c'est un espèce de confinement. Les confinements ne sont pas tous des confinements de maladie. On a vu le confinement inventé par Marguerite de Navarre avec sa rivière en crue. Mais va se passer en 1816 quelque chose d'assez extraordinaire, qui est l'été sans soleil. C'est dû au fait que le printemps précédent va exploser, et carrément exploser, pas uniquement entrer en éruption, mais exploser un volcan en Indonésie, le Tambora. C'est l'éruption la plus cataclysmique des 10 000 dernières années sur Terre, à égalité avec celle du Santorin dans les îles Cyclades, qui a détruit la civilisation minoenne en 1600 avant Jésus-Christ. Celle-ci, c'est au 19e siècle. C'est énorme, c'est un volcan qui a explosé, qui a projeté 100 km3 de cendres dans l'atmosphère terrestre. Tout le climat terrestre va être chamboulé pendant 1 an, 2 ans, et en particulier l'été suivant, il y a une chute de température partout, y compris et même surtout en Europe, où vous aurez en particulier, ça c'est une toile peinte par William Turner, qui est un des grands peintres anglais de l'époque, qui vous montre les lumières de fin du monde qui vont traîner sur l'Europe pendant des mois et des mois. C'est assez catastrophique. Si on regarde par exemple les bulletins météo à Paris, en juin donc 1816, 25 jours de ciel couvert ou très nuageux et 5 jours de beau temps. Alors nous, on n'a pas à se plaindre. En juillet, 10 jours de pluie, 18 jours de ciel couvert ou très nuageux, 3 jours de beau temps. En août, c'est pareil. Et ça, ce n'est que Paris. En Bourgogne, les vendanges démarrent le 26 octobre, la date la plus tardive constatée depuis le Moyen-Âge. En Amérique du Nord, les conséquences sur les récoltes sont désastreuses. Les prix du blé et du maïs doublent. On enregistre des chutes de neige en plein mois de juin à Boston. Donc, c'est vraiment un moment de fin du monde. Et il se trouve qu'à cette époque, vous avez des jeunes poètes anglais qui vont se réfugier sur les bords du lac Léman, dans une belle maison que vous avez ici, qui est
Voilà, voici Lord Byron. Alors, grand poète anglais du romantisme de l'époque. À l'époque, il n'a que, ça lui fait 28 ans. Donc, il est au bord du lac Léman. C'est la villa Diodate qu'il loue. Alors, c'est deux couples qui fuient un peu le monde de Londres, deux couples un peu illicites, parce que, enfin, en tout cas, Lord Byron, il est en train de fuir, il vient de divorcer avec une jeune fille de 17 ans qu'il a rendue enceinte, et il s'enfuit avec une autre fille de 17 ans, se réfugier donc dans ce manoir pour passer du bon temps avec elle et avec un autre couple, en particulier l'équivalent de sa belle-sœur et de son propre amant. Mais d'abord, je vais vous lire ce que Lord Byron a écrit comme poème suite à cette atmosphère de fin du monde qui règne pendant cet été 1816. Par exemple, un après-midi de juillet, lorsque Byron était seul, il nota que le ciel était tellement plombé que les poules sont retournées au poulailler couvé à midi et qu'il fallut allumer les bougies comme en pleine nuit. Et il va écrire un de ses plus beaux poèmes, en tout cas un de ses poèmes les plus pessimistes pendant cet été-là. Et ce n'est qu'une partie que j'ai gardée de ce poème, parce que c'est tout dans la même mouvance. J'eus un rêve qui n'était pas un rêve, le brillant soleil n'était plus, et les étoiles erraient dans les ténèbres de l'espace éternel, sans lumière et sans but, et la terre refroidie roulait, aveugle et noire, dans une nuit sans lune. Le matin venait, s'en allait, sans ramener le jour, et les hommes oublièrent leur passion dans l'effroi d'un pareil désastre, et tous les cœurs glacés imploraient, égoïstes d'une lumière, le retour. Et le monde n'était plus qu'une terrible attente. Donc voilà un peu la poésie, et là j'en en ai pris et traduit qu'un extrait, mais ça fait des pages et des pages, des pages et des pages de pessimisme. Alors, ils sont cantonnés là. Voilà le quatuor célèbre. Lord Byron, son amante Claire Claremont, qui a donc 17 ans, ça lui fait plutôt 19 ans à l'époque. Percy Shelley, qui est également un grand poète en devenir britannique, et son épouse, ils viennent juste de se marier, elle a 18 ans, 19 ans, Mary Shelley. Alors, Mary Shelley, le nom vous dit peut-être quelque chose. Lord Byron, vous en avez sans doute également entendu parler. Eh bien, ils vont là aussi se distraire en disant « Nous allons passer notre temps, allez, comme il pleut, on n'arrive pas à sortir, on est confiné ici. On va écrire, ça va être un concours, on va écrire une petite nouvelle fantastique. » Parce qu'ils passent leur temps. C'est une époque où il y a eu des rapports qu'un médecin avait réussi à galvaniser, à ramener un mort à la vie. C'est à l'époque où on commence à inventer l'électricité. La médecine également est en plein essor. Donc, ils passent leur veillée à parler de ces expériences et est-ce qu'on peut ramener quelqu'un de la mort, etc. Donc, ils sont dans un esprit déjà fantasmagorique et ils décident, allez, on fait un concours. Alors, ils vont se mettre à écrire, confinés dans cette villa du lac Léman. Lord Byron et Mary vont être les deux seuls vraiment à accoucher de quelque chose d'intéressant. Percy Shelley, qui est sans doute assez paresseux, va vite abandonner le truc. Claire Claremont, je ne pense pas qu'elle écrit quelque chose de très intéressant non plus. Mais leurs deux époux respectifs vont faire quelque chose d'extraordinaire. Lord Byron, on ne le sait pas, souvent on n'en parle pas, mais pendant ces jours de confinement à écrire, il va écrire Vampire. Et il va être le premier à lancer la littérature fantastique des vampires qui va ensuite donner Dracula et tous les autres chefs-d'œuvre de ce genre de littérature. Et ça va être déjà une très belle histoire courte. Mais la palme revient à Mary Shelley qui va écrire Frankenstein. Ça commence comme une histoire courte, et voici son manuscrit. Voilà, ça commence par une nuit sombre de novembre, etc., etc. Et
Lord Byron et Percy Shelley sont tellement en admiration devant ce qu'elle a fait qu'il dit mais il faut absolument que tu développes ça en un roman à part entière. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va écrire ensuite en longueur ce conte qui va bien sûr devenir un succès international, non seulement en littérature, ça c'est un film de 1932, ça va être pris au cinéma, et c'est devenu l'un des chefs-d'œuvre de la littérature fantastique, et vous en connaissez bien sûr le sujet, où un docteur fou, enfin un docteur illuminé, le docteur donc Victor Frankenstein, je crois que c'est Victor, ou Jérôme, je ne me rappelle plus, va mettre bout à bout des morceaux de cadavres et, grâce à l'électricité, les animer en un monstre. Et ensuite, le rejeter, tellement il le trouve laid. Et donc, voilà, c'est une histoire assez complexe. Et ensuite, c'est une histoire dans une histoire. D'ailleurs, Mary Shelley a conçu également tout un cadre où, en fait, on entend parler de l'histoire au pôle Nord, un explorateur qui raconte cette histoire à quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, voilà un tour d'horizon de ce qu'on peut faire à la fois en sciences et en littérature en période de confinement. Et ça nous rappelle que, ma foi, peut-être qu'à Landaulle, nous ne le savons pas, mais caché dans une maison quelque part, se crée une grande œuvre de science-fiction ou un récit fantastique. Et nous le saurons peut-être dans un siècle ou deux, quand des manuscrits seront découverts dans un vieux grenier. Et je termine là-dessus, que profitons des moments de confinement. Ce sont des moments durs, mais ce sont également des moments où on peut changer de braquet, où on peut changer de style et mettre à profit le temps qu'on a pour donner libre cours à son imagination et faire des choses qu'on n'aurait jamais fait sinon. Donc voilà, nous terminons sur cette note d'optimisme et donc je suis prêt à prendre vos questions.